Vous avez l'air fatigué, Michel. C'est normal, vous me demandez de changer d'émission au cours de semaine. Je me suis fait des nuits blanches sur Ghostbusters. C'est pour la bonne cause, Michel, c'est pour Harold. Vous auriez quand même pu m'aider. J'aurais été un poids pour vous, Michel. Vous êtes le meilleur pour trouver les faux raccords. Ça, c'est clair. Bonjour à tous et bienvenue dans Faux Raccords, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Un changement de matricule, un jeu de main vraiment vilain, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui, Michel, nous rendons donc hommage à Harold Ramis, acteur et réalisateur qui nous a quittés cette semaine à l'âge de 69 ans. Le grand Harold Ramis, alias le docteur Egon Spengler dans SOS Fantôme. Il y a des gaffes intéressantes? Évidemment, Michel. C'est vrai, mais à culpa. Comme tu dis, oui. Tant pis, il est trop tard pour s'en faire. C'est sûr. Je commence avec un truc que j'ai toujours trouvé bizarre dans le film. Dans cette scène, nos amis sont overbookés. Alors, ils recrutent un nouveau chasseur de fantômes. Lui, c'est Winston Zenmore. Il est venu pour la place. Fantastique, vous êtes engagé. Restance, Peter Venkman. Comme vous pouvez le voir, Venkman est à côté du bureau avec une clope, tandis que Winston rejoint Ray pour commencer sa formation. Ok. Bienvenue à bord. Et là, changement de séquence, Dana sort de sa répétition de musique. Venkman l'attend dehors à l'improviste, j'avance un peu, et lui donne un rendez-vous. Si on pouvait se voir jeudi soir, disons sur le coup de 9h, on pourrait travailler ça un petit peu ensemble. Bref, la séquence dure 2 minutes 30. Et là, retour dans le QG des Ghostbusters. Et alors on retrouve Venkman au même endroit que tout à l'heure, dans la même tenue, avec la même clope. Ah d'accord. Ils ont donc inséré la séquence avec Sigourney Weaver en plein milieu de cette séquence dans leur bureau, qui n'avait pas vocation à être coupée. En tout cas, s'ils ont fait ça, il y a forcément une raison. Et laquelle? Bah je sais pas moi, pour mieux rythmer le film ou pour compenser une faiblesse narrative par exemple. Ouais bah moi je trouve ça chelou. Allez, j'enchaîne avec cette scène. Faux raccord, tout ce qu'il y a de plus classique, mais quand même marrant. Moi je suis plus là. J'ai vu le casque de Winston. Bravo Michel, montrez-nous. Bah sur un plan, voilà celui-là, Winston n'a pas de casque. Ce qui est étrange puisqu'il le porte sur tous les autres plans. Je leur passe un coup, ne quittez pas Winston des yeux. Bon petit faux raccord ça, Michel. En même temps, son casque, il aurait pu le bazarder, ça lui sert à rien. Bah ça protège des projectiles quand même. Comme ces rochers qui tombent par exemple. Bah oui, tiens, très bon exemple. Oui, mais voyez-vous Michel, en réalité, ces rochers sont en polystyrène. Ah bon? Regardez celui-là par exemple. Il rebondit sur la barrière et vient effleurer une personne, ce qui suffit à le stopper dans sa trajectoire. Il doit peser à tout casser 200 grammes, ce rocher en pierre. Bon bah alors ça quand même, ça se voit pas tous les jours. Dans ce film, si. Par exemple, les murs de cet hôtel ne sont pas en polystyrène, mais probablement en carton. Oh, c'est bouffe-tout. Oui Michel, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Concentrez-vous plutôt sur le mur dans lequel vient taper le chariot. Oui, bah quoi? Bah, c'est censé être un palace. On s'attend pas à trouver des murs en papier mâché. Et sur ce plan, c'est encore pire. Vous avez vu comment le mur se déforme? Je l'ai vu. Tant mieux. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est que lorsque le danger est bien réel, les comédiens cèdent volontiers leur place à des doublures. Ah, des doublures, ça faisait longtemps. Regardez, le sol se dérobe sous leurs pieds. Et au moment de se casser la binette, ils sont remplacés par des cascadeurs. Regardez, qui sont ces deux personnes? Bah, en tout cas, c'est pas Dan Aykroyd et Bill Murray. Ils ont eu peur de la chute, les gredins. Zut, flûte, cacaboudin. Maintenant, on va faire un petit tour par les effets spéciaux. Ah bah non, Michel, pour un film de 84, c'est totalement injuste là. Non mais vous allez voir, c'est intéressant. Regardez attentivement ce plan de Central Park. Vous l'avez bien vu? Bah oui. Ok, maintenant j'avance pile poil d'une heure, regardez bien. Ah ok, c'est le même plan. Parfaitement. Ils ont rajouté de la fumée, modifié l'étalonnage, mais c'est strictement le même. Si je superpose les deux plans, on reconnaît bien les voitures qui passent et les gens qui sont allongés dans l'herbe. Ah, bravo Michel, à 1 heure d'intervalle, là c'était pas évident de le remarquer. Hein. Et on a vu passer un plan de gargouille il y a 30 secondes. J'aimerais revenir dessus. Voilà. En fait, il n'y a pas de gargouille dans cette rue. Elle a été rajoutée en post-prod. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir que les voitures sont visibles au travers. Et qu'on voit la ligne jaune à travers la dent ici. Bah les incrustations, c'était pas aussi simple à faire qu'aujourd'hui. C'est pour ça qu'à certains endroits, la gargouille est semi-transparente. Mais honnêtement, même pour l'époque, ils auraient pu faire mieux sur ce coup-là. Surtout avec une gargouille statique comme ça. Je suis vraiment désolé, votre honneur. C'est pas grave, mon grand. Vous connaissez la voiture des Ghostbusters, Michel? Oui, c'est une Cadillac ambulance Miller Meteor de 59 baptisée Ecto One. Ok, donc vous connaissez. Ouais, un peu. Donc effectivement, ils l'ont affublé d'un petit surnom qui figure sur sa plaque d'immatriculation. Regardez dans le détail. Il y a une statue de la Liberté sur la gauche en rouge. Ensuite, il y a écrit Ecto 1. Parce que là tout va bien. Oui, mais si je fonce à la fin du film, voilà, on a un gros plan de la plaque d'immatriculation, à laquelle ils ont ajouté la lettre A à la fin. Et la statue de la Liberté maintenant au milieu. Oui, car c'est grâce à ça que les gars ont l'idée de monter dans la statue de la Liberté. Et ce gros plan aurait été moche avec le dessin à gauche. Ah oui, donc ils ont modifié la plaque pour que ce plan soit plus esthétique. Exactement. Alors, vu que vous connaissez cette bagnole sur le bout des doigts... Ah, je l'avais en jouet quand j'étais gosse, c'est pour ça. Peu importe. Est-ce que vous trouvez quelque chose de bizarre dans ce plan?
Oui, le logo est à l'envers. Bravo Michel, car le logo des Ghostbusters est censé ressembler à ça. D'ailleurs, il y a d'autres détails qui trahissent ce retournement du plan. Comme par exemple le chiffre 224, qui est comme dans un miroir. Effectivement. En fait, ils ont retourné le plan car il leur fallait un mouvement panoramique vers la droite pour respecter le sens de l'animation générale. Alors que le plan d'origine, tac, était un panoramique vers la gauche. Ah ouais, c'est plus clair comme ça en fait. Un autre truc amusant dans cette séquence, c'est ce journal. C'est quoi qui est amusant? Eh ben, on n'est même pas au milieu du film et sur le journal, on voit une photo des personnages issus de la fin du film. Ah merde, vous avez raison. Mais c'est le moment où ils croisent les effluves à la fin. Bien vu Michel. Du coup, je vais à la fin pour montrer aux spectateurs. Voilà, ils sont en train d'essayer de tuer le méchant. Ouvre à fond, Spengler! Et si je fais pause, ça devient assez évident que la photo du journal est une capture de cette scène. J'ai failli la louper cette gaffe, mais une heure avant l'émission, je me suis repassé le film et ça a tilté. Je vous ai grillé les gars. Pas de bol. Alors j'aimerais terminer cet hommage à Harold Ramis avec son chef-d'œuvre en tant que réalisateur. Un jour sans fin, magistral. Harold Ramis qui fait d'ailleurs un caméo dans cette scène. Pas d'anévrisme. Ah ouais, mince, je l'avais même pas reconnu. Alors, comme vous le savez, dans le film, Bill Murray revit indéfiniment la même journée. Les plus gros fans ont peut-être cherché à voir si les événements étaient parfaitement identiques au fil des jours. Et la réponse est non. Il y a quelques petites erreurs à ce niveau-là. Je vous montre un seul exemple. Au premier jour, il y a deux figurantes qui passent derrière, là. Ok. Jour 2, les deux figurantes sont encore là. Ok. Jour 3, les deux figurantes sont toujours là. Oui. Bon bah c'est bon alors. Non, c'est pas bon. Jour 4, la fille au sac jaune est maintenant toute seule. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Jour 5, elle est encore seule. Ah, c'est bien vu Michel, mais c'est pas forcément une erreur. Ça m'aurait étonné. Non mais comme Bill Murray change son comportement selon les jours, ça peut avoir des répercussions sur la vie de la ville quoi. Sur les gens à qui il parle, oui, mais pas sur les passants. Si, ça se peut, c'est le principe de l'effet papillon d'abord. Bon, vous me gonflez là. Ok. Alors plus tard dans le film, il décide de se suicider de plusieurs manières, notamment en se crachant en voiture. En avant, notre public nous attend. J'avance un peu, il accélère, fonce dans un ravin et il se fout en l'air. Phil, Il va peut-être s'en tirer. Ben non, peut-être pas, tout compte fait. Vous avez vu Michel? Quoi? Dans l'objectif de la caméra, on voit un projecteur muni de plusieurs lampes. C'est lui qui éclaire les deux comédiens en couleur orange pour simuler la lumière des flammes. Ah ouais, c'est vachement bien ça Michel, très très bien vu. Merci. Je vais conclure cette émission sur les figurants, dont certains font des trucs vraiment drôles. Regardez cette serveuse qui arrive avec 4 pintes de bière. Je laisse un peu défiler. En haute altitude. D'ailleurs, je m'y verrais bien. Elle termine de servir toute la tablée. Maintenant, regardez l'épaule du monsieur. Elle va s'essuyer discrètement sur sa veste. Oh énorme. Le mec doit penser qu'elle est affectueuse. En fait, non. Elle a dégueulassé son costume avec de la mousse. Mais c'est dingue. Oui, mais c'est pas le plus dingue. Regardez cette scène. Les gens vont applaudir, ce qui pose des problèmes sonores. Sur ce plan, les gens applaudissent vraiment. En revanche, sur celui-ci, ils sont obligés de faire semblant. Sinon, les applaudissements couvriraient les répliques des deux comédiennes. Regardez, lui, il fait clairement semblant. Elle aussi. Elle aussi. Et elle aussi, elle fait semblant. Tout le monde fait semblant. Comme ça, les répliques sont enregistrées correctement. Et les applaudissements sont ajoutés au mixage. Vachement intéressant ça, on n'imagine pas. Mais le plus marrant, c'est qu'il y en a deux qui n'ont pas compris qu'il fallait arrêter. Merci beaucoup. Non seulement on voit vraiment qu'ils font semblant, mais l'absence d'applaudissements aggrave le truc. C'est ce qu'on appelle un moment de solitude cinématographique. C'est vachement marrant, mais quand même les pauvres... Oh, y a aucune malveillance de ma part, Michel. Moi j'ai terminé. Bravo et merci à Harold Ramis pour ces films qui nous ont tant émerveillés. J'espère avoir été à la hauteur avec cet épisode de Faux Raccord. Court, mais inutile. On fait ce qu'on peut. Merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un prochain Faux Raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. J'ai ramené un peu de musique pour conclure cet hommage. C'est parfait, Michel. I got you, babe. I got you, babe. Ré. Iga.